Webcom.tv. Réinventons la proximité. Bonjour les amis et bienvenue pour ce troisième mag de Webcom TV. Alors le sujet d'aujourd'hui, donc pour ceux en tout cas qui ont déjà vu notre annonce, eh bien on va parler des crises et des success stories. Alors, comment rebondir dans ces temps de crise, comment transformer la crise en opportunité. Et puis on va voir une histoire incroyable, donc celle d'une entreprise qui a démarré avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 millions et qui en moins de 4 ans est passé à 12 millions. Comment est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur secret? On va voir également quels sont les secrets de réussite de tous ces grands que sont Jack Ma, Bill Gates, Jeff Bezos. Et pour l'heure, nous allons accueillir bien évidemment notre chroniqueur vedette, Monsieur Ludovic Brocard. Eh bien, je vais demander déjà qu'on lance notre générique, Monsieur Julien. Alors, Ludovic, merci d'être avec nous. Alors, moi déjà, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à votre chronique d'aujourd'hui, donc on va parler de crise, de recettes du succès. Moi, j'ai adoré le titre de votre chronique. Alors, ça, il fallait le trouver. Donc, ce titre, c'est Réparer l'avenir. Réparer l'avenir. Alors, je suppose que vous êtes venu avec votre mallette, votre boîte à outils. Alors, une boîte à outils, je ne sais pas, mais en tout cas, quelques idées, effectivement, puisque à l'heure où l'anxiété gagne du terrain, beaucoup veulent agir, on ne sait pas par où commencer, comment commencer. Et en fait, pour travailler cette chronique, je me suis lancé dans une expédition en terre optimiste. Et d'ailleurs, je vous en remercie, puisqu'on s'aperçoit que de nombreux êtres humains, comme vous, comme moi, tentent ici ou là de tenter quelque chose pour améliorer, en tout cas réparer l'avenir, effectivement, d'où le titre de cette chronique. Leur engagement est bien souvent antérieur à la crise, hein, à vrai dire. Par contre, il a pris une autre dimension ces dernières semaines, et souhaitons-le, effectivement, ils vont les unes et les autres contribuer à réparer cet avenir, puisque c'est bien de cela dont il s'agit. Alors parmi ces personnalités, la toute première, c'est Eva Sadoun, une trentenaire, bien connue d'ailleurs dans l'écosystème. Eva Sadoun. Eva Sadoun dans le monde de dans l'écosystème techno. Oui. Cette entrepreneuse dirige Lita.co, une plateforme d'investissement à impact positif qui a déjà réuni 40 millions d'euros pour pousser des projets sociaux et environnementaux. Elle transforme avec force et brio finalement le monde de la finance et de l'entrepreneuriat. Et chose importante dans tout ce qu'on peut lire à propos d'Eva Sadoun, c'est qu'elle le fait avec beaucoup de profondeur. Elle n'est pas du tout dans une approche uniquement conjoncturelle, mais il y a une vraie intention. Notez aussi qu'Eva Sadoun est aussi la coprésidente du mouvement Impact France pour des entreprises sociales et écologiques, une initiative qui rassemble entrepreneurs et dirigeants d'entreprises convaincus de leur responsabilité, laquelle, celle d'encourager un nouveau type d'entreprise, justement, des entreprises qui se développeront en préservant le capital social et écologique de l'humanité. Alors Ludovic, Oui. en clair, pour nos web téléspectateurs, ça veut dire quoi exactement? Donc si vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce qu'elle a fait exactement, Eva Sadoun? C'est simplement qu'à un moment donné, il y a eu l'idée de rassembler des forces, des énergies autour de cette idée de repenser le modèle entrepreneurial pour que effectivement, il y ait un vrai impact positif, effectivement, à chaque étape de leur développement. Et enfin, Eva Sadoun est porte-parole de la coalition Nous sommes demain. Donc, on voit un ensemble d'engagements d'une cohérence absolue qui rassemble 400 000 entreprises, elles aussi engagées autour de l'idée que des solutions pour demain existent déjà et d'ailleurs, et qu'il est possible de faire une économie, alors la définition exacte, c'est une économie plus soucieuse de l'environnement, des personnes et de l'intérêt général. Voilà qui résonne parfaitement avec le sujet du jour. Très bien. Alors comme je le disais en introduction, Eva Sadoun, son engagement ne date pas d'hier, mais ces dernières semaines, reconnue par ses pairs, elle est devenue une vraie figure du monde d'après. Autre découverte en terre optimiste, celle de Justine Davas. Alors on change complètement de sphère, on est dans la sphère des blogueuses, des influenceuses. Et je dois dire que l'invitation au changement de braquet, telle qu'elle l'a lancée, m'a un peu interpellé au départ. J'ai apprécié l'impertinence, puisqu'elle est de celles et ceux qui
qui remettent un peu en cause la notion et la fameuse fable du colibri. Alors, La fable du colibri. La fable du colibri. Alors, l'idée n'est pas du tout de remettre en cause la finalité de cette fable, et encore moins le mouvement dont nous connaissons tous le visage emblématique, hein, celui de Pierre Rabhi, mais simplement... Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc cette fable, donc, c'est Pierre Rabhi qui l'avait raconté. Tout à fait, avec cette idée que chacun a un petit geste, et l'accumulation de ces petits gestes peut permettre de... Et en fait, là où Justine Alors, pardon, Devas... est-ce qu'on peut rappeler juste la fable du colibri, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas. C'est pas l'histoire d'une forêt, là, tout à fait, voilà. Une forêt qui prend feu, et effectivement, le colibri vient, avec la petite goutte qu'il a dans le bec, apporter sa contribution à l'extinction de cet incendie. Et donc, tout ça est aujourd'hui... fortement appliqué dans plein de champs de compétences à travers le monde. Simplement, Justine Devas, aujourd'hui, repose la question de est-ce véritablement cette accumulation de petits gestes la réponse adaptée face à l'impact des crises telles que nous les connaissons, qu'elles soient sanitaires ou environnementales. Finalement, elle nous invite à changer d'échelle et aspire à ce que les grands ensembles, alors les grands ensembles, ce sont les collectivités, les institutions, qu'elles soient régionales ou étatiques, que ces grands ensembles donc prennent enfin, j'ai envie de dire, le sujet à bras-le-corps. Donc en clair, ce qu'elle dit, Justine, c'est que le colibri, aujourd'hui, ça ne suffit pas. Effectivement. C'est qu'il faut qu'on attaque les choses comme il faut, avec des grands moyens. Tout à fait ça, effectivement. On change de braquet, on change d'échelle. Très bien. À propos de corps, hein, puisque j'évoquais l'idée de prendre à bras le corps le sujet, à propos de corps, on entend beaucoup parler en ce moment du corps enseignant. Pour beaucoup, dispenser les cours à distance est une réelle épreuve en elle-même. Cette question ne laisse personne indifférent. Hein. Je pense les enseignants, bien évidemment, mais aussi les parents, les étudiants, les collégiens, et toutes les personnes intéressées par le sujet, parce que c'est un vrai sujet qui importe aussi en matière de formation professionnelle aussi, ne le perdons pas de vue. La question peut se résumer en ces quelques mots, comment concilier finalement continuité et qualité pédagogique en toutes circonstances, parce que on l'a tous vu, moi le premier qui suis parent de 2 enfants, une collégienne, une lycéenne, voilà, l'enseignement à distance a ses limites, on le voit bien. Et pourtant, on a une génération d'internautes, donc les jeunes, effectivement, sont très doués pour Internet. Et là, comme par hasard, il y a un paradoxe, c'est qu'avec les cours, ils ont du mal et ils décrochent assez vite. Voilà. Alors, Florence Vérédine a la même analyse que vous, c'est-à-dire effectivement, elle est persuadée que les jeunes collégiens auxquels elle s'adresse, c'est une enseignante d'anglais en Seine-Saint-Denis. Les collégiens sont très à l'aise avec les selfies, les TikTok et autres stories. Seulement, quand il s'agit d'envoyer un email avec simplement en pièce jointe un devoir à rendre, c'est beaucoup plus compliqué. Partant de cet état des lieux-là, effectivement, elle a cherché une solution et plutôt que de se contenter entre guillemets, de donner ses cours et de dispenser ses cours à distance, elle a créé son propre site. Et sur ce propre site, elle a réinventé d'une certaine manière l'enseignement en se disant que le numérique est probablement le meilleur allié pour apprendre les langues, pour la seule raison qu'on peut prendre son temps. Et tous les timides apprécieront l'idée de pouvoir prendre ce temps et de ne pas être obligé de prendre la parole sur l'injonction du professeur au milieu de la classe quand on n'est pas à l'aise avec les langues. Et justement, le numérique permet ça, un travail qui s'adapte réellement au rythme de chacun. Et donc, elle a créé son site au moment du confinement. Et ça a eu tellement de succès qu'elle a créé une nouvelle version du site qui aujourd'hui est toujours en ligne et qui permet à tout à chacun, effectivement, d'accéder à un enseignement des langues à distance. Mais elle explique comment fonctionnent les choses, comment est-ce qu'il vaut mieux... Complètement. Comment est-ce qu'il faut apprendre à distance, c'est ça ce qu'elle explique. Alors, elle explique effectivement toute cette chose-là. Il y a une vraie dimension pédagogique vraiment... poussé à son extrême. On est sur de l'apprentissage des langues, mais on apprend aussi la manière de le faire et de bien le faire. On est sur des apprentissages ludiques, bien souvent, sauf au moment ludique, où il faut préparer et rendre ses devoirs, bien évidemment. Le ton est un peu plus ferme. Ça me fait penser aux jeux vidéo, donc je trouve que c'est plutôt bien trouvé, le fait que les cours puissent être ludiques, qu'on puisse avoir, parce que peut-être qu'ils décrochent, parce que les cours ne sont pas considérés aussi ludiques qu'un jeu vidéo, par exemple. Alors, il y a un grand débat entre le ludique et l'infantilisation. C'est une vraie question très importante et je parlais tout à l'heure de la formation professionnelle. Il y a un vrai sujet à traiter de ce point de vue-là. Aujourd'hui, les usages du numérique sont extrêmement pertinents dans plein de situations. Pour autant, faut-il
tout rendre absolument ludique? Faut-il pousser à l'infantilisation de tout à chacun? Il y a des métiers qui ne peuvent effectivement subir cette infantilisation. C'est effectivement l'un des axes du travail de Florence Vérédine. On sait aussi que son site, qui aujourd'hui est toujours en place, et on n'a pas tout à fait la réponse, hein, confinement, pas confinement, donc peut-être qu'il redeviendra d'une criante nécessité ces prochains jours. Il y a une autre criante nécessité qui m'a intéressé aussi dans le travail là, ces derniers jours, c'est celui de ce besoin de culture. Alors je ne viens pas dire besoin de culture pour le plaisir de le dire, mais simplement parce qu'il y a une part d'évasion dont on a tous besoin en ce moment. Et j'ai eu envie de saluer une initiative. Alors je suis persuadé que vous en avez entendu parler. Il s'agit de cette idée génial, de rassembler en un même lieu une épicerie et une galerie d'art. Ça se passe à Paris et au Moulin, mais pas seulement, puisque ça se passe aussi en Toscane, à Pékin, à La Havane ou encore à Sao Paulo. De quelle idée s'agit-il? À l'heure où les musées sont fermés, permettre aux clients qui viennent s'approvisionner d'acheter un morceau de fromage tout en dévorant des yeux l'œuvre qui est accrochée derrière le comptoir, par exemple. C'est pas Yuji qui voilà, qui parfaitement. C'est Juizi Ragozza, voilà, qui est la directrice Ragozza. de galerie, effectivement, Absolument. qui a eu cette idée, finalement, de créer un lieu pour déconfiner notre imaginaire. Et finalement, cette épicerie, qui est un commerce essentiel, allié à l'activité de galerie, permet de le faire. De l'imaginaire à la vision, il n'y a qu'un pas et je vais me permettre de le franchir parce qu'il y a un autre enjeu aussi important en ce moment, là, dans tout ce que l'on est en train de vivre, c'est celui de l'intelligence collective et plus encore de l'intelligence collective lorsqu'elle est mise au service de la vision des entreprises. Et de ce point de vue-là, il y a quelques bons exemples, donc autant s'en inspirer. On a quelques dirigeants qui ont décidé de travailler en profondeur. Je parlais de profondeur tout à l'heure, c'est ça qui est extrêmement intéressant. À l'heure actuelle, on n'est pas dans une réponse à la crise, on n'est pas dans une adaptation tactique aussi. Il y a d'autres dirigeants qui vont un peu plus loin, qui font un vrai travail avec l'ensemble des collaborateurs et c'est cela qui nous intéresse. Finalement, ils réinventent consciemment leur organisation en profondeur, elles redéfinissent audacieusement qui elles sont, pourquoi elles existent et chose importante, comment elles impactent le monde. Alors au-delà de la formule, il y a un vrai travail qui est fait dans bien des marques, je pense à Siemens, je pense à Danone, à Decathlon, où il y a un vrai travail qui est mené de ce point de vue-là. Elles le font en impliquant réellement l'ensemble de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, on appelle ça effectivement de l'intelligence collective. Alors j'ai trouvé une autre approche qui m'a plu. Alors aussi, est-ce que c'est un club? C'est quoi exactement en fait? Non, c'est un travail qui est fait dans chaque entreprise, mais la seule différence, c'est qu'on n'est pas à 5 ou 6 personnes qui se mettent autour d'une table, c'est qu'il y a un vrai investissement de l'ensemble des collaborateurs, et c'est là où on commence à prendre une vraie dimension, on va travailler dans l'épaisseur, voilà, ce qui est aussi quelque chose de très important. J'aime bien ce mot. Voilà, dans l'épaisseur. Et au-delà de l'intelligence collective, j'ai apprécié l'approche d'Emmanuelle Duez, qui est la fondatrice de The Boson Project, un cabinet de conseil d'entreprises humanistes, et qui, elle, nous dit l'entreprise plus fraternelle permettra de surmonter les crises. Et voilà, c'était intéressant de mon point de vue de ramener cette notion de fraternité. Et puis je pense que vous commencez à l'avoir remarqué, cette galerie est un hommage à la féminité. J'ai parlé d'Eva Sadoun, de Justine Davas, de Florence Vérédine, de Juizi Ragozza, d'Emmanuelle Duez. Et puis même lorsque je me suis autorisé à quelques incartades, c'était pour parler d'une galerie d'art, d'une épicerie, de l'intelligence collective et de la fraternité. Et finalement, de mon point de vue, le tableau n'est pas complètement complet sans aborder une autre héroïne de notre époque, la nuance. Alors nous en avons tellement besoin. C'est elle qui nous permettra sans nul doute de réussir à réparer l'avenir, comme je le disais en introduction. L'exercice, et le mot est faible, est et sera très délicat, vous le savez. C'est la raison pour laquelle il nous faut faire preuve en toutes circonstances de nuance dans les propos, les analyses, les réactions et les interactions. Pour réparer l'avenir, nous avons besoin d'elle, alors de la nuance, mais aussi d'Eva, de Justine, de Florence, de Juizi et d'Emmanuel. Voilà ce que j'ai pu retenir de cette expédition en terre optimiste. Alors déjà, la première remarque, moi je voudrais vous
Remercier parce que là, vous avez ramené une chronique très féminine. Et franchement, moi, ça me soulage parce que tout à l'heure, je vais parler que de mecs. Donc, ça ramène la parité. Donc, ça, c'est une bonne chose. Quoique, sur le plateau, nous aurons une dame quand même. Donc, vous allez voir, et quelle dame qui va nous parler d'une entreprise extraordinaire. Donc, est-ce que... Alors, je vais vous bousculer un petit peu, Ludovic. Pourquoi avoir choisi que des femmes ? Ou est-ce que vous êtes tombé par hasard sur... oui, le deuxième mot, il faut quand même qu'on le précise, c'est que la chute, elle est sympa. Donc, je rappelle quand même que Ludovic est quand même le fondateur de l'agence Nuance Communication. Donc, je comprends que le terme nuance est très important parce qu'effectivement, si, vous ne l'avez pas choisi par hasard non plus. Alors, je ne l'ai pas choisi par hasard. Et puis, juste pour l'anecdote, mais j'ai été assez ravi de découvrir il y a quelques semaines un dossier complet dans le magazine, dans Philosophie Magazine, voilà, qui est un vrai plaidoyer pour la nuance. Et je pense qu'effectivement, c'est un vrai sujet d'actualité. Et on le voit bien sur les nombreux plateaux télé ou dans les émissions radio. On a besoin aujourd'hui de cet élément et d'éléments nuancés. Alors pourquoi un portrait ou une galerie exclusivement féminine ? Quand on a échangé au début sur cette chronique, les premiers mots qui viennent à l'esprit, effectivement, c'est Jeff Bezos, c'est Jack Ma. Je dis, oui, mais faut sortir de ça. Voilà, j'ai pris le contre-pied. Puis vous me connaissez un peu. Voilà, je me suis dit, il faut que je trouve un contre-pied. Eh ben, c'est génial. Cette galerie très masculine, et ben voilà, je vais apporter un peu de sensibilité. Et concrètement, ça n'a pas été difficile parce qu'il y a autant d'actrices que d'acteurs dans cette nécessité de réparer l'avenir, effectivement. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, Ludovic. Toujours aussi intéressante, là, vos chroniques. C'est très sympa. Que vous allez retrouver, bien évidemment, avec notre replay. Eh bien, on va passer au prochain sujet. Alors, une histoire incroyable. Donc, deux camarades de collège qui se perdent de vue, vous savez, donc quand on est jeune, et puis 30 ans plus tard, voire plus de 30 ans plus tard, ils se retrouvent et ils découvrent qu'ils font pratiquement le même métier, donc en tout cas, métier très proche. Ils décident de s'associer et depuis, ils cartonnent. Ils cartonnent, c'est-à-dire qu'ils multiplient quasiment leur chiffre d'affaires tous les ans par 2. Alors, comment ils font ? Comment ça se passe ? Quel est leur secret ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir d'abord sur le sujet que vous allez voir tout de suite en vidéo. Et puis ensuite, nous allons accueillir la porte-parole de AS Transport JLF. Allons-y pour le sujet. Moi, j'ai rencontré Monsieur Chouala au collège dans les années 77 à 81. Et ensuite, on s'est retrouvés 30 ans après pour s'associer dans le même métier que nous avions choisi au départ. Nous étions donc une trentaine de salariés. Aujourd'hui, nous sommes une centaine de salariés avec 3 associés. Sébastien Laurent qui s'occupe de la partie commerciale, Monsieur Chouala qui s'occupe de tout ce qui est gestion, et moi-même qui m'occupe de tout ce qui est développement et l'organisation interne de la société. Sur exactement 4 ans. On est donc passé de 3,2 millions d'euros à 12,7 millions d'euros. On venait juste de mettre en œuvre notre salle logistique, ça veut dire notre entrepôt qui venait d'ouvrir ses portes le 9 mars, le lundi 9 mars de 2020. Et nous, on n'avait que 30 palettes. Et le 10 mars, nous avons eu un client qui est venu pour qu'il nous stocke une centaine de palettes. Donc nous, on a dit oui. Et avec la crise du Covid, ces 100 palettes sont devenues à 5000 palettes. Donc carrément sur un entrepôt plein. Chacun est maître de son poste et aujourd'hui c'est ce qui donne la force à cette entreprise. Et cette entente est parfaite, donc c'est une très très belle alliance. Si un des 3 va mal, eh ben, l'entreprise s'en ressent. Si vous n'avez pas un financier hors pair, vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas le soutien de vos banques, vous n'y arrivez pas auprès de vos fournisseurs, vous n'y arrivez pas non plus auprès de vos clients, donc ça c'est très important. La partie commerciale, eh ben, ça porte bien son nom, hein. Si on n'a pas de client en face et si on n'a pas un très bon commercial qui sait garder ses clients, eh bien, ça ne va pas non plus. Et puis la partie exploitation, qui là, c'est toute la gestion de l'entreprise en elle-même. Et il n'y a pas qu'un secret.
mais il y a des secrets en fait. Donc la base, bon là c'est l'homme. Ça veut dire il faut qu'entre tous ceux qui sont ici présents, il faut qu'il y ait des liens. Mais il faut qu'il y ait des liens, ce qu'on appelle des liens de confiance, et puis que tout le monde est exactement à sa tâche en tant que professionnel. C'est-à-dire que chaque personne, il a sa tâche, mais qu'il a aussi sa responsabilité. On se rencontre une fois par semaine pour faire le point de ce qui n'a été, de ce qui n'a pas été, et de ce qu'on peut améliorer surtout. Pour la géolocalisation, par exemple, si je prends l'un de mes conducteurs, aujourd'hui, je peux voir à la minute près où est-ce qu'il se trouve. Je vois ses déplacements, je vois la conduite, je vois le travail, c'est-à-dire si le camion s'arrête, je vois s'il est en coupure. Voilà, si demain aussi il arrive un peu comme au chauffeur, je peux me rendre compte de ce qui lui est arrivé. Alors, la réussite de notre entreprise est surtout due au management, au fait que nous avons une organisation très stricte, mais avec une certaine convivialité. Webcom TV, le MAG. Eh bien, avec nous, Delphine Van Est, qui est la porte-parole aujourd'hui de AS Transport JLF. Bon, nos associés que vous avez vus dans le reportage ne sont pas disponibles, mais nous avons celle qui filtre toutes les décisions, qui filtre tout ce qui se passe, puisque vous êtes responsable donc, des contrôles de gestion, contrôle d'exploitation. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez vécu cette évolution quand même fulgurante de votre entreprise. Alors, juste avant, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur votre parcours, Delphine ? Alors, mon parcours, avant de rejoindre AS Transport JLF, j'ai fait pendant plusieurs années la commerce de bateaux de plaisance à l'international. Et suite à une petite crise économique, on a dû fermer tout simplement. Alors aujourd'hui, chez AS Transport, la gestion est très très rigoureuse, donc ça ne peut pas nous arriver aujourd'hui et on espère que ça continuera comme ça. Aujourd'hui, je suis chargée dans ce bureau de contrôle de faire la gestion et M. Chouala, M. Fac et M. Sébastien Laurent remplissent leur rôle en gestion exploitation financière et commerciale de l'entreprise. Très bien. Moi, la question que j'ai envie de poser, parce que honnêtement, pour tout vous dire, je m'attendais à voir un grand routier avec des gros bras à côté de moi, mais je vois une dame. Et puis d'abord, j'ai envie de me dire comment est-ce qu'on fait pour passer du transport de plaisance au transport routier, qui est quand même très, très, très masculin. Et puis, dans ce monde d'hommes, on imagine les sociétés de transport, de logistique très masculines. Et, alors, est-ce que vous confirmez comment... Je confirme tout simplement que JLF casse les codes. Et voilà, et je suis ravie de votre question. Très bien, c'est parfait. Alors, la question qui nous intéresse, c'est comment... en fait, on passe de 30 à 100 salariés. Comment est-ce qu'on fait effectivement pour avoir cette transition fulgurante dans une entreprise? Mais d'abord, il y a une histoire. Cette entreprise, je crois qu'elle a une histoire. Et j'aimerais bien que vous nous la racontiez, parce que là, on la voit très rapidement. C'est vrai que votre reportage n'a pas beaucoup appuyé. En fait, c'est l'histoire de deux camarades d'école qui se sont connus sur les bancs de collège et lycée. Et puis, ils ont fait chacun leur petit bout de chemin. Et 30 ans ont passé. Et ils se découvrent qu'ils ont la même passion du travail, qui est le transport routier. Alors un peu avec chacun ses différences, mais tout de même la même chose. Donc Monsieur Chouala, qui lui avait la société AS Transport, et pour Monsieur Fac, les transports JLF, ont décidé de s'associer et de créer AS Transport JLF. Là-dedans, on avait... donc le nom, c'est une association des deux. C'est une association des deux, très bien. Tout à fait. Okay. Donc on a Sébastien Laurent qui lui fait la partie commerciale, était déjà avec Monsieur Chouala sur AS Transport. Donc tous les trois ont réussi à s'associer ensemble et à créer cette belle entreprise. Et aujourd'hui, son histoire parle d'elle-même.
Absolument, les chiffres parlent du reste parce que là, je rappelle quand même que dans le reportage, donc M. Chouala qui parle de passer de 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires à 12,7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors je sais qu'en plus, c'est une boîte qui n'est pas prête de s'arrêter parce qu'il y a encore des investissements qui sont en cours. Tout à fait. Donc elle est en train effectivement de se développer encore plus. Alors c'est quoi justement le secret? Alors parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question aujourd'hui sur comment rebondir dans ce contexte de crise. Qu'est-ce qui fait qu'on peut développer son business alors que tout le monde est amorphe? Quel est en fait le secret, si on peut résumer le secret de votre développement, multiplié comme ça par 4 un chiffre d'affaires? Qu'est-ce qui explique ça? Concrètement, pour moi, je pense que c'est l'alliance de 3 facteurs importants. Donc, dans le premier temps, on a l'association des 3 entrepreneurs qui est importante puisque chacun dans son domaine excelle. Donc, on a la partie financière qui est faite par Monsieur Chouala, on va avoir la partie exploitation par Monsieur Fac et la partie commerciale par Monsieur Sébastien Laurent. Donc, vous imaginez bien une entreprise avec 3 têtes comme celle-là, elle est obligée de fonctionner. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise, vous n'avez qu'un seul dirigeant qui peine à joindre les 2 bouts entre la partie commerciale, les hommes. Je confirme. Voilà, la partie humaine qui est très très compliquée et la partie commerciale où ça rame un peu parce que c'est pas les qualifications d'un seul et une même personne. Hein. Donc aujourd'hui, on a cette chance. Donc nous, c'est multiplié par 3 en fait. La force de JLF est multipliée par 3 grâce à ces 3 hommes. Voilà. Donc en fait, c'est comme si on a dans cette boîte un patron où il y a 2 clones derrière, avec chacun sa partie. Donc ils ne se marchent pas sur les plates-bandes les uns des autres. Non, tout à fait. Là où est le deuxième facteur, justement, c'est important, c'est la confiance. Donc dans les 2 premiers associés, M. Chouala, M. Fac, effectivement, ils ont cette antériorité. Ils sont connus quand ils étaient jeunes, adolescents, camarades. Ils ont vécu des choses importantes dans leur jeunesse. Et ça, ça n'a pas de prix. Ils ont une confiance entre eux qui est innée. Et puis on a Sébastien Laurent qui était déjà là d'avant, donc forcément ça vient aussi se greffer à tout ça et donc personne ne va aller interférer dans les positions de l'un ou de l'autre. Alors je me rappelle très bien quand on a fait le reportage, Monsieur Fac m'avait dit il n'y a personne qui va penser à aller poser la question à l'autre qu'est-ce qu'il a fait dans sa partie. Tout à fait. C'est-à-dire que ça ne passe même pas par son esprit, tellement il y a une confiance aveugle. Peut-être que le fait d'avoir été camarades de jeu, peut-être que quelque part, on a l'impression qu'ils sont encore dans la cour de récréation, quelque part. C'est ça. Non, il y a vraiment une confiance aveugle. Et c'est vrai que dans certaines des sociétés, on ne rencontre pas ça quand il y a des associés, parce qu'au plus haut de leur forme, parfois les sociétés chutent parce qu'il y a des discordances entre les associés, et forcément, ça capote tout. Et là, non, chez nous, ce n'est pas le cas. On les sent tous passionnés. C'est un métier c'est le 3e facteur, effectivement, la passion du métier. Donc, ce sont tous à leur niveau des passionnés. Donc, on a Sébastien Laurent qui est professionnel de triathlon, on a Monsieur Fac, ancien rugbyman, Monsieur Chouala qui est plus dans les chiffres. Donc, on va dire que ça serait plus quelqu'un qui s'adonne au jeu d'échecs. Et donc, forcément, ils ont cette motivation et cette même passion du travail. Donc, ils se retrouvent un peu dans la cour de récréation, comme s'ils faisaient leur petit jeu. Et puis, au final, leur maturité, leur expérience fait que tout ça, ces 30 années d'expérience, leur amène beaucoup de... Oui, ça joue beaucoup. Et on a bien remarqué que chacun est vraiment expert dans sa partie, donc il maîtrise bien le sujet. Donc le fait ils ont tous été à un moment ou à un autre patron, aujourd'hui ils se retrouvent tous patrons associés. Et donc il y a cette maîtrise. Et puis là, ils sont dans une partie qui est très agréable. C'est des grands enfants en fait, qui sont en train de s'amuser, mais s'amuser en apportant des résultats à une grosse boîte qui est en train de se développer. C'est ça. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Alors justement, donc, vous savez, on s'est posé la question avec cette crise sanitaire, parce que la logistique, les transports et la logistique, je pense qu'ils ont eu un rôle très important dans cette crise, puisque il y a énormément donc, de déplacements, de transport de marchandises qui s'est passé. Est-ce que ça explique aussi le développement qu'on a connu chez AS Transport? Est-ce que ça a joué? Est-ce qu'il y a un facteur chance? Alors, on peut dire que oui, en partie, parce que la crise, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs secteurs d'activité, comme l'aérien, le ferroviaire pour le transport de passagers, qui, eux, sont complètement effondrés avec cette crise.
Nous, pour en revenir à notre métier, on a été sauvés puisqu'on a eu des marchés qui se sont ouverts à nous, donc comme les parties dites essentielles, hein, tout ce qui est fourniture médicale, et puis l'alimentaire qui a forcément explosé. J'imagine qu'il y a eu pas mal de stockage de masques, d'hydrogel. Voilà, c'est ça. Il y a des hôpitaux, certainement, des cliniques qui vous ont sollicité, je suppose. Avec Nous ça. avons été sollicités, oui. Cela dit, AS Transport JLF reste quand même toujours dépendante de ses choix. Et aujourd'hui, les clients ne représentent que 7% du chiffre d'affaires. Donc chaque client ne dépasse Voilà. pas les 7% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a une variété C'est ça. de clients qui vous permet en fait de passer à travers quelque part. À travers cette crise, oui, tout Parce à qu'il y a des fait. secteurs, je suppose, où le transport n'a pas beaucoup fonctionné. Je pense à l'habillement, je sais pas, les pièces détachées Voilà, l'habillement. industrielles, peut-être. Voilà, tout ce qui est automobile, c'est un peu tombé. Si on regarde certains de nos confrères qui transportent beaucoup de produits brasseurs, eux, c'est vraiment tombé bas, puisque les cafés étant fermés, la livraison de boissons ne se fait plus, ni pour les restaurants. Donc c'est vrai que nous, on a eu cette chance d'être diversifiés au niveau commercial. Alors, il y a cette petite anecdote voilà, qui passait très vite, que M. Chouala nous a raconté. Donc, en fait, le bâtiment n'était pas encore complètement aménagé. Vous aviez une trentaine de palettes. C'est bien ça. Et en une semaine, je crois, l'histoire de l'entreprise a changé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, on fait visiter tout simplement l'entrepôt. Donc, les racks venaient d'être posés. Oui, une trentaine de palettes, enfin 30, peut-être un peu plus. Hein. Et puis, on a un client donc, qui nous sollicite pour du gel et des masques. Donc, on répond OK. Et c'était juste avant, je crois, le confinement ou la C'est veille? en mars. C'est en mars. C'est tout début mars. Voilà. Donc, on sent déjà la poussée de la problématique connue pendant cette crise sanitaire. Et donc, les clients nous font ces demandes. Donc, les 3 associés, toujours aussi sportifs en soi, ils se sont donné le mot, on va se relever les manches, on va faire que ce défi puisse être En réalisable. fait, ils ont dit pour nous. oui, sans savoir. Bon, Tout à fait, on c'est a dit, ça. bon, est-ce que vous pouvez prendre des commandes d'autres palettes? Oui, oui, bien sûr, on peut les prendre. C'est ça. Et puis là, ils se retrouvent avec 3000 palettes. Ils en avaient 30, 3000, et puis après. C'est ça, il a fallu faire 5000. face à cette débandade, on va dire. Et ils étaient contents, hein. Mais J'imagine. AS Transport s'élève comme ça parce que souvent, ils prennent des décisions très, très rapides. Et en fait, on se relève les manches et on trouve les choses à faire en face pour que ça soit réalisable tous ensemble. Ouais. C'est extraordinaire parce qu'il y en a effectivement qui auraient pu soit baisser les bras, mais je pense que le fait aussi d'avoir des alter ego, parce qu'en fait, chez vous, 3 patrons, ça veut dire que chacun d'entre eux a 2 alter ego, ce qui est quand même génial. Ouais. Donc, ils doivent se soutenir et justement prendre ça comme un challenge. Donc voilà, c'était un match de foot dans la cour de récré. Allez, on va passer de 30 à 3000 palettes et on y va et on le fait et ils ont réussi à le faire. Et, bravo. J'ai cru comprendre que AS Transport JLF aujourd'hui a ses entrepôts pleins, archi pleins. Oui. Donc bon, l'entreprise fonctionne à plein régime et je pense qu'il y a des projets d'extension parce que c'est une boîte qui ne va pas s'arrêter là, d'après ce que j'ai compris. Non, alors heureusement ou malheureusement, ça dépend pour qui. Oui, oui. Mais effectivement, pour les 3 associés, leur but étant de créer un nouvel entrepôt beaucoup plus grand, 3, 4 fois ce que nous avons actuellement, avec une logistique un peu plus poussée, un peu plus, on va dire, technique. Donc oui, ça c'est un peu le rêve des 3 associés. Donc c'est en pourparlers. En tout cas, on fait tout pour pouvoir le développer assez rapidement. Le transport, la logistique, c'est un secteur important aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit. Oui, on s'aperçoit que le numérique aussi a fait un rebond. Ah, il a rajouté un peu plus de Voilà, business. on a des d'accord. demandes différentes. Et puis de D'accord. toute façon, c'est l'évolution. Hein. Elle était déjà là auparavant. Hein, donc aujourd'hui, ça se développe encore plus. Oui. Très bien. Alors, Marie-Anne Le Sceau, donc on a vu à la Marianne fin Le du Sceau, oui. reportage, donc il y a un personnage très sympathique qui est la responsable juridique. Donc c'est bien d'ailleurs de voir dans une boîte de transport qu'on a une responsable juridique. A parlé d'un mot qui est très important. Elle a dit on a de la rigueur, mais on a aussi de la convivialité. Alors, est-ce que ce ne sont pas 2 éléments antinomiques dans une entreprise, avoir de la rigueur et de la convivialité? Est-ce que ça fait bon ménage, ça? Alors oui, chez nous, oui. Je vais dire que c'est d'ailleurs même notre force. D'accord. Nous avons un président, M. Mohamed Chouala, qui est très, très, très humain. C'est-à-dire qu'il accorde une importance très humaine et primordiale à l'entreprise. Pour lui, c'est C'est-à-dire l'humain au centre de tout. Absolument. Tout à fait. Si l'humain ne va pas bien, l'entreprise ne va pas bien. Ah ben, elle a raison. Donc les collaborateurs sont choyés. Je dirais même que dans notre entreprise, quand il y a un problème ou quand il y a une erreur qui est
poser ou causer, on ne va pas aller incriminer la personne. Au contraire, on va s'épauler, on va essayer de trouver la solution qui fasse qu'on puisse avancer, résoudre le problème et savoir aussi pourquoi il y a eu cette erreur. Mais en aucun cas, non. On arrive avec la banane tous les jours au travail et on se dit qu'on est une grande famille. On essaie que les gens qui travaillent avec nous soient positifs tous les jours et se disent que leur travail est périn pour l'entreprise. Voilà. Donc non, ça, je tiens à insister là-dessus. Je pense qu'aussi, on a 3 associés qui sont joyeux. Ils arrivent le matin avec cette bonne humeur. Je dirais même que de temps en temps, vous avez des blagues assez sympathiques. Je ne pourrais pas le citer parce que nous sommes quand même à l'antenne. D'accord. Mais je sais que oui, ils sont marrants. Ils se font des blagues entre eux. Et donc, s'ils le font entre eux, ils le font aussi aux collaborateurs. Alors, on sait que dans les entreprises, en fait, ce qu'on dit, c'est que les collaborateurs ne font que imiter un peu la hiérarchie, donc quelle que soit l'entreprise, les grands groupes. Donc, si vous avez un patron qui est sévère, machin, etc., bah, on sent un petit peu une froideur dans l'entreprise. Si vous avez donc des patrons joyeux, bah, effectivement, ça déteint sur tout le monde, ce qui n'empêche pas la rigueur chez vous quand même. Non, on a quand même cette rigueur, d'où aussi le bureau de contrôle. Alors parfois, c'est un peu ennuyant de venir se dire, bon ben voilà, on vient chercher ça, mais c'est juste pour le bon fonctionnement. Là encore, on y va avec tact et on essaie d'expliquer pourquoi on veut arriver à cette chose-là. AS Transport a l'ambition de développer aussi la norme ISO 9001, qui est très importante pour nous, qui nous permettra d'accéder à d'autres clients. Si ces clients s'ouvrent à nous, eh ben, c'est l'évolution de l'entreprise. Donc je crois que non, chaque salarié a compris qu'on faisait ça pour faire évoluer l'entreprise et elle n'évolue qu'avec eux. On ne peut pas fonctionner seul, les 3 associés le savent. Et aujourd'hui, notre but, c'est que chaque collaborateur se sente bien dans l'entreprise, comme si nous étions une grande famille. Alors, une famille de 100 personnes, donc il y a une centaine de personnes à peu près chez AS Transport JLF, et ça, c'est quand même un sacré tour de force, parce que généralement, dès qu'on dépasse les 30, ben, on est dans des relations plutôt anonymes, donc soit disparates, mais là, on a l'impression que tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, et d'ailleurs, M. Chouala, donc, il a insisté, quand on lui a dit c'est quoi votre secret, il dit là, c'est l'homme. Point barre. C'est-à-dire que c'est l'humain d'abord, et il a raison, parce que si, en fait, comme on dit, une chaîne, donc une entreprise, c'est une chaîne, et son maillon, je dirais, sa force. La force de cette chaîne, c'est celle de son maillon le plus faible. Donc, si vous avez un maillon qui casse, bah, la chaîne, elle se casse. Or, là, effectivement, j'ai l'impression que vous faites attention à ce que tous les maillons soient tous bien posés. Tous les maillons sont importants chez nous, effectivement. Absolument. Jamais on ne va laisser un maillon faiblir. Et en tout cas, si on le sent faiblir, parce qu'on est attentif à nos collaborateurs, on va dans tous les cas aller vers lui pour lui dire que se passe-t-il et comment on peut résoudre la chose, essayer d'améliorer. Mais vraiment, le côté humain, je pense qu'à partir du moment où l'humain va bien, l'entreprise va bien. Et ça, c'est pour tous les postes, et je pense que ça le vaut aussi à la maison. Hein. Absolument. Donc, la vie, ça fait partie, la vie de travail fait partie de 70% de l'investissement de l'homme. Et aujourd'hui, il faut aller avec l'envie au travail. Et aujourd'hui, je pense que chaque personne d'AS Transport le fait avec brio. Alors, il y a une chose que j'avais remarqué dans le reportage, quand on a été faire le reportage dans l'entreprise, on sent les 30 ans d'expérience, enfin, en tout cas, de tous les bonhommes, parce que tout est carré, tout est réglé, il y a des box, il y a des SRU, il y a des process, il y a des procédures, il n'y a pas un camion ou un véhicule qui se perd parce qu'il est poursuivi au GPS à la minute près, il y a une espèce de... Chaque personne dans l'entreprise est considérée comme un auto-entrepreneur. Je crois qu'il l'avait dit, M. Chouet, il dit chacun est responsable. Donc, et puis, on sent que tout est calé, que tout est réglé, et malgré tout, à chaque fois, tous les lundis, ils se réunissent pour voir ils se disent qu'est-ce qu'on peut améliorer. 30 ans après, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Et donc ça, je pense que c'est un secret très, très intéressant, je pense. Oui, tout à fait. Ce que nous voulions faire, c'est que chaque chauffeur soit considéré comme une entreprise seule. Donc effectivement, on utilise au cas par cas les données qui nous sont données, la rentabilité du chauffeur, les frais qui vont être afférés à ce chauffeur, pour dire, OK, il dégage cette chose-là et quel problème on peut rencontrer. Donc on a un formateur en interne, M. Augustignac, qui lui forme nos chauffeurs et après cette formation va conseiller le chauffeur de fonctionner
fonctionner de telle ou telle manière, et aussi pour tout ce qui est question de sécurité, l'utilisation du matériel, les descentes des haillons, etc. Donc tout ça, c'est vraiment vu en interne avec le chauffeur, et on essaye de ne rien louper, on va dire. Ah bah ça, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que on a senti aussi qu'on ne loupe rien, que rien n'est fait par hasard, donc on pense à tout. Bon, par exemple, l'histoire à un moment donné, où vous avez été envahi par des cartons donc de masques, d'hydrogène, etc., à une période où ça avait une valeur plus que de l'or, parce qu'à un moment donné, donc c'était la base de confinement, donc l'entreprise n'a pas hésité à prendre 2 boîtes de jardinage, de sécurité, donc il y a des mesures de sécurité, on dirait que c'était la Banque de France qui était là, et donc vous avez pensé vraiment à tout, et ça c'est génial, quoi. Donc, en fait, c'est vrai qu'à cette époque-là, les masques étaient vraiment conduits et escortés par la gendarmerie ou d'autres forces de l'ordre, donc voilà. Donc chez nous, c'est vrai qu'on a fait beaucoup de transports de masques via Marseille ou d'autres lieux, hein, et il fallait, voilà, c'était vraiment de l'or, on transportait de l'or à ce moment-là. Eh bien, voilà une entreprise inspirante en ces moments très difficiles. Donc, merci Delphine, merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir raconté votre histoire. J'espère qu'elle va vous inspirer. Eh bien, pour l'heure, il est 11h41. Et là, on va passer à même histoire, mais avec peut-être d'autres acteurs. Quels sont les secrets de réussite de tous ces grands qu'on entend, alors que notre ami Ludovic n'a pas voulu aller chercher, c'est Monsieur Jack Ma, Monsieur Bill Gates. Donc, et on va vous présenter d'abord les 10 recommandations de tous ces grands. Qu'est-ce qui les a fait réussir? Allons-y pour le sujet. Webcom TV, Zoom. Webcom TV, le MAG. Eh bien, comme vous le voyez, donc nous avons fait une petite sélection. Donc, avec moi, Jean-Marc, que je vais présenter juste après. Mais pour dire un petit mot sur ce qu'on vient de voir, en fait, on a fait une sélection des 10 recommandations qui nous semblaient intéressantes. Bon, qui ont été, à chaque fois, si vous prenez Bill Gates, il en a une dizaine. Si vous prenez Jack Ma également. On va dire, allez, synthétiser, on va dire que Jeff Bezos, il a plus axé les choses sur les clients. Donc il disait, il faut d'abord se concentrer sur vos clients, donc, si vous voulez réussir. Bill Gates, lui, il dit, il faut voir le futur. Donc on voit souvent qu'on parle du futur. Il faut avoir une vision d'avenir. Et Jack Ma, moi ce que j'ai bien aimé, c'est Jack Ma qui a dit, réalisez vos rêves. C'est-à-dire, il a parlé de passion. Alors, Jack Ma, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Vous savez que c'est le patron d'Alibaba. Donc, c'est, je crois, le milliardaire, enfin, la plus grande fortune de Chine. Mais il faut savoir que ce gars-là est parti de rien, donc avec toutes les portes fermées. Il raconte dans plusieurs reportages que quand il y avait 25 candidats, il y en a 24 qui sont pris. Et lui, bien sûr, il est éjecté. Il a candidaté pour passer à Harvard, on ne l'a pas pris. Bref, c'est un gars à qui on a fermé la porte partout, mais il a pris sa revanche sur la vie, et je crois que là, même maintenant, il doit être un peu en retraite. Et je pense que c'est très inspirant. Et j'ai beaucoup d'admiration également, parce qu'on a terminé par Bernard Tapie. Quoi que l'on dise sur ce monsieur, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que n'oublions pas
qu'il est venu de milieux très populaires. Je suis de sa génération, donc je me rappelle qu'à un moment donné, il était très inspirant pour les jeunes. Et donc ce gars-là, quoi qu'on ait dit, parce qu'on parle de requins, n'oublions pas qu'en face de lui, il n'a pas des bisounours, il a des requins et on a intérêt à être un requin. Ce gars-là, il se bat avec la maladie et dans les tribunaux pour aller jusqu'au bout. Et moi, je pense que quand on est sincère, on lâche pas le morceau. Quelqu'un qui aurait fauté ou qui se serait à un moment donné dit, eh bien, non, j'ai tort, il va pas se battre comme il se bat. Donc j'ai beaucoup de respect et j'ai surtout adoré sa dernière phrase, c'est pour ça qu'on l'a mise. Et je pense qu'il a compris ça avec sa capitalisation d'expérience. Il a dit aujourd'hui, ne cherchez pas à réussir dans la vie, cherchez à réussir votre vie. Et je trouve ça très juste. Peut-être qu'il ne l'aurait pas dit à une époque, mais il le dit aujourd'hui. Et nous, on prend tout ça parce que c'est vraiment une véritable leçon de vie que ce qu'on voit chez ces gens. Petit mot rapidement sur Steve Jobs. Tout le monde a connu cette lettre qu'il a écrite dans son lit de mort, où c'est un gars, bien évidemment, qui est arrivé au sommet, qui a brassé des millions, et qui, à un moment donné, il a dit tout ça, c'est rien. Parce que face à la maladie, rien ne vaut la santé, quelque part. Eh bien, merci en tout cas à Jean-Marc d'accepter d'être sur ce plateau du MAG, parce que pour ceux qui le connaissent, il a déjà animé l'émission Culture, donc il continue à animer l'émission Culture. C'est aussi notre réalisateur chez Webcom TV, donc ça vous permet de mettre un visage sur qui est derrière les manettes. Bon, aujourd'hui, Jean-Marc, tu as laissé les manettes à Julien. Julien qui les tient très bien. Hein, absolument, seul, hein. Qui gère bien, donc voilà, qui fait, donc c'est du pilotage automatique aujourd'hui, pour nous parler justement de la culture, parce que toi, tu étais très en contact avec des artistes, avec beaucoup d'artistes. Comment est-ce qu'ils réagissent en ce moment, dans cette crise ? Eh ben, écoute, d'abord, ça fait plaisir d'être sur le plateau avec toi. Ah, bien. Voilà, c'est rigolo, on est de l'autre côté, on est là, et d'être côte à côte, on se voit tous les jours, hein, c'est clair, mais là, sur le plateau... On se voit à travers une vitre, là. Mais là, avec une petite vitre. Absolument. Alors, pour te parler des artistes, oui, bon, j'ai pas mal d'amis, et j'ai pas mal de connaissances d'artistes sur la région et ailleurs. Alors, comment ça s'est passé avec cette crise ? C'est vrai que c'était pas évident pour eux parce que, pour la plupart, ils étaient dans des lieux culturels pour s'exprimer. Hein, bon, et en même temps, il n'y a pas que les lieux culturels pour que les artistes s'expriment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le numérique aujourd'hui, avec ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est-à-dire du distanciel via une petite chaîne, voilà, un plateau télé. On est capable de livrer au grand public via les réseaux sociaux ce qu'on crée, ce qu'on peut jouer en musique, pardon, ce qu'on peut jouer en musique, ce qu'on peut écrire également, ce qu'on peut chanter, dessiner, peindre. Mais on sent que les artistes sont quand même un peu déroutés avec cette crise. Au début, je pense que ça a été compliqué parce que il y avait plus ces lieux d'expression qui étaient fermés, pour eux, au théâtre par exemple, oui, les salles de cinéma. Pour eux, je pense que pour ces lieux-là, c'est pas un problème parce que pour la plupart, ils travaillent avec des subventions, ils travaillent avec des aides de l'État. Enfin voilà, c'était plutôt le problème des artistes. Bon, sans parler des intermittents où là, c'est encore autre chose. Notamment dans le milieu événementiel, où il y a plus de 30 000 intermittents, je crois, en France, où là, c'était vraiment dramatique, parce que, sur l'événementiel, il n'y avait plus de boulot, hein, en gros, puisqu'il ne se passait plus rien. Pour les salles en elles-mêmes, elles ont continué à vivre, puisque, elles ont des budgets de fonctionnement. Par contre, pour les artistes, là, c'était effectivement une pause qui a fait beaucoup de souffrance. Alors est-ce qu'il y en a qui ont trouver des alternatives. Donc comment faire pour continuer à travailler? Alors, on a vu bien évidemment des concerts virtuels. Voilà. Je pense qu'il y a Alors il y a eu des alternatives, voilà, c'est ce que je disais, via les réseaux sociaux, des concerts virtuels distanciels. Donc les gens se connectaient via des applications comme Zoom, Teams et j'en passe et des meilleurs, de se retrouver ensemble à distance à jouer de la musique. Donc ça a créé des nouveaux supports, quelque part, des nouvelles façons de jouer ensemble. Aujourd'hui, je crois que la question se pose encore et les artistes ont la possibilité d'aller dans la rue. Il y a des spectacles qui se donnent à Paris avec des artistes de conservatoire qui vont dans la rue pour jouer, dans les quartiers. Là, j'ai vu une artiste, j'ai plus le nom en tête, une violoncelliste d'un grand orchestre qui est allée jouer dans un quartier pour gagner un peu sa vie. Elle faisait payer 30 €
Mais là, c'est un retour au fondement, cette affaire-là, parce que c'est le retour au Moyen-Âge. Alors, pour faire du spectacle de rue, ouais, alors pour moi, c'est pas un génial. retour au Moyen-Âge. Il y a toujours eu des spectacles de rue. Hein, voilà, Mais c'est ça, pas on le sait. péjoratif. Moi, je Non, trouve que c'est bien pas plus sûr, mal que bien ça sûr. nous ramène Le spectacle, vers des époques. le spectacle doit aller vers le public. Alors, le public, souvent, va au spectacle. Mais là, je pense que le spectacle est en train de tourner un peu, de revenir à des valeurs sûres, c'est d'aller vers le public. Alors j'ai une petite pensée, juste je fais une parenthèse, parce que on a parlé de spectacle de rue. Pour Marrakech, vous savez qu'il y a une grande place qui s'appelle la place Jemaa el-Fna. Bon, je suis né à Marrakech, j'en parle, donc, et je sais qu'il y a énormément de monde qui vit dans cette place, qui vivent de ça, parce qu'ils n'ont pas de salaire, ces gens-là, ils n'ont pas de sécurité sociale, et qui ne vivent que des spectacles de rue. Eh bien, j'ai une pensée pour eux, parce que c'est très très malheureux, il y en a pas mal qui, bien évidemment, ils ne pouvaient pas, parce que ça fait office de rassemblement, donc ça fait 1 an, quasiment, qu'ils sont interdits de spectacle. Je ne sais pas maintenant s'ils ont repris, dans quelles conditions, parce que c'est pas évident. Et je salue tous les gens qui ont été solidaires avec ces gens-là, parce que j'ai vu quelques vidéos où les gens vont leur apporter, leur donner à manger, etc. Enfin, il y a une véritable solidarité à Marrakech entre les populations. Et j'ai une pensée pour ces gens-là. Ouais, alors là, spectacle de rue, ici en France, j'imagine que si ça se fait, ça va être cadré. Donc, pour le moment, voilà, c'est en petit comité, c'est dans des quartiers. Mais je crois qu'effectivement, ils revoient un peu tous leurs copies. Il faut continuer. L'important, c'est de continuer à créer, quoi. Voilà, un artiste peintre, il va continuer à créer dans son atelier, il va ouvrir son atelier, comme le disait Ludo, c'est de créer effectivement des événements à travers une dégustation, on crée une exposition. Il y a beaucoup d'ateliers d'artistes qui s'ouvrent. J'en ai parlé dans Culture 1 avec Marc Gaillet, qui a décidé d'ouvrir son atelier et de faire des expositions, pas en marge, mais en tout cas d'ouvrir les ateliers au public. Mais là, on va voir des beaux sujets, là, parce que là, bientôt, d'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce que ça passe, l'émission Culture, le 15 février. Le 15 à 18h. Voilà, donc je rappelle que le 15 février à 18h, il faut être au rendez-vous avec Jean-Marc, parce qu'il va vous présenter des nouveaux artistes très intéressants. 4 artistes. Peut-être nous en toucher un petit mot. Ouais. Avant, j'aurais parlé de ton livre. Ah alors, moi, il m'a inspiré parce que Habib est auteur, on le sait. D'ailleurs, il passera dans mon émission sans doute un jour pour parler de ses bouquins. Mais Kayak Mon Amour est un bon exemple parce que ce livre qui a été écrit il y a quelques années, le thème, c'est jusqu'où irez-vous pour sauver votre boîte. En gros, pour les artistes, c'est jusqu'où irez-vous pour continuer à diffuser vos créations, que ça soit Et ça, c'est un bon exemple, Kayak Mon Amour, Alors c'est vrai sur que la caméra d'Habib, je sais pas, on le connaît, à la fois, mais c'est très inspirant. En fait, c'est parce qu'on touche à la fois à la culture et au sujet d'aujourd'hui, le MAG, comment rebondir, parce que d'ailleurs dans ce livre, donc je rappelle que ça a été écrit à l'occasion des 25 ans de l'agence Kayak, et où j'y raconte les 6 fois où on a failli déposer le bilan, donc les 6 crises qu'on a traversées en 25 ans, et qu'est-ce qui nous a planté et comment est-ce qu'on a fait pour se relever. Et effectivement, aujourd'hui, je crois que c'était un livre vraiment d'actualité, parce que ce sont les leçons des échecs, en fait, pas des leçons de réussite. Quand quelqu'un a réussi, est-ce que vraiment ça nous apporte quelque chose? Mais quelqu'un qui a échoué et qui s'est relevé, peut-être que là, ça peut être plus, je pense, plus fort. D'ailleurs, la dédicace du livre, quand on l'ouvre, de mémoire, je crois que c'était marqué, j'avais noté, il y a un mérite plus grand que le succès, c'est de rebondir après un échec. Parce que quand vous êtes à terre, que vous vous relevez, le mérite est beaucoup plus grand que quand quelqu'un a eu la réussite du premier coup. Donc c'est presque moins difficile. Alors, il y a, à la fin de cet ouvrage, il y a 50 leçons de vie pour entreprendre que j'avais pris. Alors ça se raconte comme un roman, où on reprend à chaque fois chaque crise, comment on l'a dépassée. On raconte les coulisses, c'est raconté vraiment avec les tripes, comment ça s'est passé. En fait, tout ce que nos clients ne voient pas. En fait, ce sont les coulisses de l'agence Kayak avec l'équipe, des crises, des joies, voilà. Donc tout ce qu'on a vécu, les émotions. Et 50 leçons de vie, à un moment donné, j'ai commencé à dire, qu'est-ce que je peux dire? Je tombe sur 50 leçons de vie que j'ai mis à la fin. Pour entreprendre. Alors pourquoi des leçons de vie? C'est-à-dire que ce sont des leçons qu'on n'apprend pas dans les écoles, aussi grandes soient-elles. Vous perdez un client qui pèse 40% de votre chiffre d'affaires. Comment vous faites? Moi, j'ai fait des études de marketing, gestion de projet. À aucun moment, je n'ai eu un cours pour me dire, quand vous perdez un client qui pèse 40% de votre chiffre d'affaires, alors que vous venez d'engager 3
CDI, 3 contrats pour répondre à ses besoins. Voilà ce qu'il faut faire. Ben non, j'ai pas eu de réponse, donc ça, on le découvre sur le terrain. Et comment les résumer? Bien évidemment, on ne peut pas les résumer dans une émission, donc les 50, mais je vais citer à chaque fois les 3 éléments qui vont être importants, qui résument un peu ça quand on parle de cet ouvrage. Je pense de mémoire, le leçon à retenir. La première, c'est savoir transformer des situations dramatiques en situations ludiques. C'est ce que fait AS Transport, JLF. Donc, ce sont 2 gars qui étaient dans une cour de récréation. Aujourd'hui, ils ont une grande cour qu'ils sont en train d'agrandir. Et donc, c'est ludique. Donc, le fait de rendre ça ludique, en fait, quand vous avez un problème, soit on se morfond, on se dit, bon, c'est un problème, c'est la fin du monde, soit on se dit, c'est un challenge, c'est génial, c'est un jeu. Donc si j'arrive à réussir, eh ben, vous allez avoir vraiment donc une satisfaction personnelle d'avoir dépassé un moment très difficile. Donc le premier point, c'est savoir transformer les situations dramatiques en situations ludiques. Alors je dirais que le deuxième point, et ça c'est le cas de l'agence Kayak, le nom, a été choisi à l'antithèse des grands paquebots de la communication. Et l'idée, c'est que ce soit une entreprise agile, à taille humaine, etc. Eh bien, l'agilité nous a sauvés. Donc aujourd'hui, on fête 30 ans. Donc Kayak Communication fête ses 30 ans. Donc, qu'est-ce qui nous a permis de traverser les crises, de traverser les années, de traverser voilà, donc toutes les crises qu'on a connues, eh bien, c'est cette agilité. C'est-à-dire que nous, on peut venir du jour au lendemain se dire, eh bien, on va changer de trajectoire, de métier. Et là, tout de suite, on change. C'est compliqué pour un groupe où il y a plusieurs entreprises, surtout si c'est un groupe international. L'agilité du kayak. Ah ben, l'agilité du kayak, c'est pour ça qu'on a tenu à conserver le nom. Et aujourd'hui, je pense que c'est encore plus important qu'avant. Donc, il faut être agile, il faut être réactif, voire proactif. C'est-à-dire donc avoir cette vision d'avenir. Et puis, bien évidemment, donc tout le monde le dit, c'est la persévérance. La persévérance. Moi, il y a le premier chapitre, je crois, ou le deuxième, dans le titre, qui dit c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte. Alors, vous savez tous, on a tous cette expérience, on a un trousseau de clés, et on essaie, on n'arrive pas à trouver la clé du premier coup. Moi, ça m'arrive tout le temps, c'est souvent la dernière, à tel point, même dans les dossiers, quand je cherche un dossier, c'est toujours le dernier. Maintenant, au moment de chercher, je vais commencer par la fin, et je retombe sur le banc. Eh bien, si vous êtes du genre à vous arrêter au milieu, dire ça ne va pas, ben, la porte ne va pas s'ouvrir et vous n'aurez pas su si la clé est dans le trousseau. Par contre, si vous allez jusqu'au bout, eh bien, il y a de fortes chances qu'elle soit dedans. Enfin, voilà, donc merci d'avoir ramené effectivement. Oui, c'est un très bon exemple. Sujet-là. Voilà. C'est tenir, en fait, c'est ça, c'est ce que tu disais. On aura l'occasion peut-être d'en reparler dans d'autres émissions, parce que c'est vrai que ça touche à la fois la culture et ça touche notre sujet d'aujourd'hui. Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'après notre émission, parce que là je vois il est 11h57, 58 les amis, il nous reste 2 minutes pour conclure, c'est que juste après vous allez voir le teaser donc, de l'émission Culture que Jean-Marc va animer le 15 février. Et donc je vais vous donner effectivement, bien évidemment, je vais vous donner l'agenda de la suite. Monsieur Julien, pouvez nous balancer un petit générique le temps que je trouve ma fiche. Le 15 février, vous avez rendez-vous avec Jean-Marc pour le live culture #2 à 18h, précise, donc c'est à 18h. Donc, tu veux le détail du programme, non? Allons-y, oui. Alors on va avoir une musicienne qui joue avec son accordéon diatonique, qui est créatrice de spectacles également, avec les enfants, dans les musées, voilà, tu vois, elle a transformé aussi ça, elle se balade, voilà, donc il s'appelle Laure Chailloux. On va avoir après le côté label musical, ce qu'on appelait avant les maisons de disques, avec Thibaut Dury du label Roche Musique sur Paris, musique électronique, musique moderne, voilà comment ça se passe aujourd'hui dans le milieu. On va avoir également Yosra Mojtahidi, je l'ai bien dit, une plasticienne iranienne qui elle sort du Frénois, qui est un centre voilà, de formation pour les artistes, qui est basé à Tourcoing.
Et enfin, on va voir J'ai vu Jean... des œuvres extraordinaires. là, Voilà, ça fait- voilà, c'est- qui est une c'est plasticienne, qui a fabuleux. eu un prix, le prix ADGAP, qui est un Ouais. prix reconnu Alors, nationalement. je ne sais pas ce que j'ai vu, mais est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est- Alors voilà, elle a travaillé avec l'INRA, Ça, c'est voilà, extraordinaire, voilà, elle a quoi. créé une œuvre autour Absolument. voilà, du plastique avec l'INRA, voilà, robot. Vous découvrirez ça dans l'émission Culture 2. Et on terminera avec Jean-Pierre Duplantier, dit Joffo, qui lui est un artiste aussi plasticien, basé sur Bordeaux, qui est connu pour son petit personnage qui s'appelle Toto, rien à voir avec les blagues du Nord, rien à voir avec le ch'ti. Petit personnage Toto avec des yeux globuleux, voilà, et il a décliné ça, il a explosé un peu partout en France et dans le monde. Il est chanteur de rock également, et on va diffuser un de ses clips avec son groupe Snock. Voilà, tout ça bien emballé pour le 15 à 18h. Soyez au rendez-vous. Alors, ça promet en tout cas cette émission Culture, donc je vous la recommande le 15 février à 18h. Alors, au mois de mars, nous aurons peut-être un premier live, je pense, territoire. Alors, territoire, justement, nous sommes dans la thématique où on essaye d'aider tous ceux qui se bougent. Alors, les trophées des territoires, donc c'est une opération qui est menée avec le groupe Delbo Presse, Webcom TV, Kayak Communication, donc il y a du monde. Et il y aura 50 trophées qui vont être décernés sur les 35 000 territoires de France. Donc, c'est une opération où on aura l'occasion d'en parler. Il y aura un premier live et vous allez découvrir les premiers lauréats. Donc, si vous tapez Trophée des territoires 2021 ou alors delbopresse.com, là, vous pouvez peut-être faire partie des personnalités inspirantes 2021. Donc, téléchargez votre dossier et candidatez. C'est ouvert à tout le monde. Et puis, moi, je vais vous donner rendez-vous pour le prochain MAG, le MAG 4, le 8 avril. Et là, notre thème, ça va être toujours à 11h. Notre thème, c'est comment réussir quand on est différent. Vous sentez une différence, vous sentez un handicap, vous sentez que vous n'êtes pas comme les autres, comment il faut faire pour réussir? Eh bien, je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde parce qu'il y a des gens qui ont un talent fou mais qui se sentent diminués, ça peut être par leur nom, par peu importe, et il y a des gens qui peuvent utiliser ça comme un atout, d'ailleurs il y en a pas mal, donc qu'on va découvrir, que ce soit dans le monde de l'art ou le monde du cinéma, etc. Donc, comment réussir quand on est différent ou quand on se sent différent? Alors, si par exemple, comme on a là un peu de temps, donc c'est le 8 avril que ça va se passer, si jamais vous faites partie de ces gens qui se sentaient démunis à un moment ou à un autre, vous avez réussi, vous avez dépassé votre handicap entre guillemets, contactez-nous, on se fera un plaisir soit de vous inclure dans le sujet, soit de faire un micro-trottoir, soit peut-être vous inviter sur notre plateau. Eh bien voilà les amis, donc il est exactement midi 1, donc on vous a promis 1 heure chrono, voilà, on l'a tenu. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt. Webcom TV Culture. Salut, je suis de retour pour un nouveau numéro de Culture le 15 février à 18h. Une émission que vous allez encore adorer sur webcom.tv. Pour ce numéro 2, je vous propose de découvrir 4 artistes de talent. Laure Chailloux, qui avec son accordéon diatonique nous crée des univers tout aussi sonores que visuels. Thibaut Dury, un découvreur de talent, il est label manager chez Roche Music. Yosra Mojtahidi, une artiste iranienne qui questionne la frontière entre le vivant et le non-vivant. Et enfin Jean-François Duplantier dit Joffo, un artiste peintre hyper créatif et chanteur dans Snock, un groupe bien rock'n'roll comme on aime sur webcom.tv. Alors rendez-vous le 15 février à 18h pour découvrir tous ces talents dans Culture 2, l'émission de Webcom TV à ne pas manquer. Le rendez-vous est donné. Webcom.tv. Réinventons la proximité.